Merci. Bien, rebonjour à tous. Donc, je suis Dominique Courcot de l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant, un laboratoire de l'Université du littoral Côte d'Opale basé à Dunkerque, ici. Donc, notre laboratoire est très impliqué dans les préoccupations de l'INOCOLD. Ça peut être montré ce matin avec l'intervention de Christophe Poupin sur l'oxycombustion. Également, nous nous intéressons à l'effet d'émissions atmosphériques sur la qualité de l'air. Et c'est pour cela, en fait, que je vous propose cette présentation à présent. Voilà. Donc, le trafic maritime, eh bien, vous le savez, c'est le premier mode de transport de marchandises à longue distance dans le monde. Et pour y parvenir, il y a des passages incontournables dans le monde. Je citerai le canal de Suez, la Méditerranée, Gibraltar, notre détroit du Pas-de-Calais, et également, par exemple, Kattegat entre le Danemark et la Suède. Au cours de ces dernières années, ce trafic a été vraiment multiplié. D'après l'IMO, donc ce trafic a été multiplié par plus que 4 en Asie et plus d'un facteur 2 en Europe. Donc, parallèlement à ça, bien sûr, c'est davantage d'échanges internationaux, davantage de consommation et davantage d'émissions atmosphériques. Bon, je précise tout de suite, le transport maritime reste néanmoins le mode de transport le moins polluant par tonne de matière transportée. Il faut quand même signaler les choses, mais ça n'enlève pas certaines préoccupations, tant pour l'environnement que pour la santé. Bien, vous avez sur cette présentation donc une situation que l'on peut voir en temps réel sur un site, donc marinetraffic.com, qui avait été consulté ici en mai 2014, et qui vous montre que, pour parler de vraiment notre situation à proximité de Dunkerque, dans le détroit du Pas-de-Calais et donc dans tout l'espace Manche-Mer du Nord, il y a une fréquentation quotidienne qui est très importante. Donc, selon la préfecture Manche-Mer du Nord, entre 500 et 800 bateaux par jour dans le détroit. Et il n'est pas rare d'avoir une situation où l'on rencontre près de 1500 navires en espace Manche-Mer du Nord, au niveau des ports belges, des Pays-Bas, et au niveau de l'entrée vers le Royaume-Uni. Donc une situation vraiment importante. Donc cette situation est vraiment problématique. Et je vous propose donc d'aborder successivement donc les émissions atmosphériques liées au trafic maritime, un peu cet historique qui nous a amené à l'évolution de la législation européenne, pour aborder ensuite donc l'effet du trafic maritime sur la qualité de l'air, des moyens de réduction des émissions et les tendances dont on dispose aujourd'hui. Alors, en termes d'émissions, bien sûr liées à la qualité des combustibles, cette forte teneur en soufre qui était historique et qui caractérise le combustible marin, on a en premier lieu le problème posé par les émissions d'oxyde de soufre, celles d'oxyde d'azote, les particules fines, ces fameuses particules carbonées, des composés organiques volatiles, des composés hydrocarbures aromatiques polycycliques et certains métaux, éléments traces, qui d'ailleurs sont intéressants pour tracer les émissions liées au trafic maritime. Il faut savoir que quand on a le problème d'émissions gazeuses, en l'occurrence le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, ils ne vont pas être conservés dans cet état chimique dans l'air. Donc, il faut savoir que l'on va directement aller rapidement plutôt aller et parler de composés secondaires, de particules secondaires qui vont se former dans l'air suite à l'émission donc du dioxyde de soufre gazeux et des dioxydes d'azote. Et donc, c'est avec le temps, par exemple, en une journée, les oxydes d'azote se convertissent très facilement dans un état particulier et ils restent stables ensuite dans cet état particulier. Et donc,
vont contribuer à une concentration atmosphérique de particules dans l'air et non plus à cette concentration de composés gazeux. Donc, la situation problématique historique, on peut la voir sur cette figure du bas. Alors attention, c'est une échelle log, mais donc vous voyez ici, pour l'année 2000, la consommation en fait, de combustible dans le monde. On voit bien en fait que cette combustion pour le trafic routier, l'aviation et le transport maritime, évidemment, on va avoir la même allure pour les émissions de CO2, mais vous voyez des différences en ce qui concerne les émissions d'oxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Vous voyez par exemple que les émissions d'oxyde de soufre ont dépassé les émissions d'oxyde de soufre qui étaient attribuables au transport routier à l'échelle du globe. Parallèlement, donc, vous pouvez voir que la situation était aussi problématique pour les oxydes d'azote. Donc, c'est vraiment ce qui, historiquement, a alerté et a amené, en fait, la communauté européenne à se pencher sur une législation. Donc, par exemple, ici, c'est des données qui sont valables en fait pour l'année 2000. Alors, il ne s'agit pas bien sûr, ce sont les routes maritimes utilisées. Ce ne sont pas la fréquentation, mais c'est directement en fait les émissions de composés dioxyde de soufre et dioxyde d'azote dans l'air qui ont été reportées en moyenne annuelle sur des grilles de 50 km par 50 km. Et donc, vous pouvez bien voir qu'il y a des zones où on a une émission annuelle qui dépasse donc 5000 tonnes par an dans des grilles de 50 km par 50 km. Et ça, bien sûr, c'est préoccupant parce que c'est le polluant primaire, mais c'est aussi le polluant qui va devenir particule secondaire. Alors, on a une moins bonne vision pour les particules fines, parce qu'ici, on ne disposait dans l'inventaire des émissions que de certaines données au niveau des ports et vraiment de leur proximité. C'est pour cela que vous ne voyez pas en fait, les routes maritimes sur cette représentation-ci. Donc, voilà, comme je vous le disais, la législation européenne, je vais être rapide sur cette partie-là puisque M. Englebert l'a évoqué tout à l'heure. Mais historiquement, quand même, l'Union européenne s'était davantage préoccupée des émissions des sources terrestres plutôt que celles d'origine maritime. En pollution atmosphérique, on pense trafic routier, on pense émissions industrielles, et puis ça avait été un peu mis en deuxième priorité. Donc, ce qui fait qu'à partir de 2002, il y a eu plusieurs évolutions de la législation. Et donc, il fallait vraiment avoir des solutions pour réduire les émissions de dioxyde de soufre et celles de particules, et d'avoir une exigence plus grande dans les espaces maritimes à forte densité de trafic. Donc, c'est ainsi que la zone de contrôle des émissions de soufre, désormais, en fait, on parle davantage de zone de contrôle des émissions tout court, mais en tous les cas, concernant le soufre, ça a été mis en vigueur à partir de 2005 en mer Baltique, puis à partir de 2007 en Manche, mer du Nord. Bien, là, je vais être rapide sur cette représentation, mais vous voyez par exemple que pour l'espace Manche-mer du Nord, eh bien, il y a eu cet abaissement de concentration de soufre dans le combustible marin qui a été ramené à 1% en 2010, et c'était bien appliqué ici, y compris pour les ferries, à partir de 2010. Et aujourd'hui, donc ça a été évoqué tout à l'heure, mais ce qui est censé être respecté désormais, c'est une teneur de 0,1% en soufre depuis le 1er janvier 2015. Voilà, vous voyez en fait que pour les zones qui ne sont pas en contrôle des émissions de soufre, eh bien finalement, il y a encore aujourd'hui une tolérance à 3,5% de soufre, ce qui est très élevé, et ceci jusqu'à 2020.
Bon, à ma connaissance, c'est davantage des soufres à 2,7% qui sont utilisés dans les zones de l'UE hors CECA. Pour les émissions d'oxyde d'azote, eh bien c'est très problématique parce que alors que l'on diminue une teneur en soufre dans un combustible, proportionnellement, on va avoir une diminution à l'émission. Pour le soufre, ça dépend beaucoup de la combustion, ça a été évoqué. Mais il y a néanmoins donc des dispositions qui doivent être prises, qui se réfèrent beaucoup à la date de mise en circulation, je vais dire, des navires. Et donc avec ces règles, donc finalement ces règles, ces contraintes, elles suivent bien en fait cette réduction de 20% qui devait être obtenue à l'échéance 2011 et celle de 80% à l'échéance 2016. C'est préoccupant. Bien, donc j'en viens à l'effet du trafic maritime sur la qualité de l'air. Donc, comme je l'ai dit, répercussions sur la concentration en particules primaires, donc les suies, un peu à l'image des suies diesel, et d'autre part, par la présence des composés gazeux qui vont avoir un effet davantage à une échelle locale, mais en fonction du transport, ça va se convertir en composés particulaires. Donc, ce qui avait vraiment aussi alerté, c'était qu'il y avait une étude pour la DG Environnement de l'UE qui avait été faite en 2000 et où il avait été estimé que le trafic maritime pouvait avoir une contribution jusqu'à 20 à 30% à la teneur en particules secondaires dans les zones côtières. Donc c'était principalement au voisinage de la Baltique. Et ceci en fait veut dire à peu près entre 10 à 15% de la concentration des PM10. Donc aujourd'hui, on a différentes études qui ont été menées à proximité du Royaume-Uni, des Pays-Bas, en Espagne. Et la connaissance que l'on a, c'est une contribution des émissions du trafic maritime qui se répercute sur une concentration ambiante dans l'air, donc de l'ordre de 1 à 7% au niveau PM10, vous voyez ces données, 1 à 14% PM2,5, 11% PM1. Ce qui veut dire que l'effet, quand même, la tendance, c'est que le trafic maritime a davantage d'impact au niveau des fractions fines des particules, plus préoccupantes d'ailleurs sur le plan sanitaire. Une contribution, vous voyez, de 11% au niveau des NOx, 16% au niveau des NOx, 11% au niveau du dioxyde de soufre. Alors, je voudrais m'attarder un peu sur cette représentation. Alors, ça vient en fait d'un rapport qui a été fait par la communauté européenne, l'EEA. Et ici, donc, un travail de collaborateurs de TNO à Utrecht, aux Pays-Bas, donc qui prend en compte la chose suivante. Donc, tout d'abord, ici, ça concernera en fait le dioxyde d'azote et ici les particules. Je vous propose d'évoquer d'abord le dioxyde d'azote. Donc, c'est à partir des inventaires des émissions, de données d'inventaire des émissions de NOx par les sources humaines, d'origine humaine, industrielle, etc., trafic. On a une représentation moyenne annuelle des concentrations de NO2 dans l'air. Donc, vous voyez en fait que toute la zone dans laquelle nous sommes fait partie d'une grande surface avec le Royaume-Uni, une partie du Royaume-Uni avec la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne. On est vraiment préoccupé par ces problèmes de forte concentration d'oxyde d'azote. Et vous voyez en dessous, il a été recherché la part attribuable au trafic maritime. Et vous pouvez voir que dans le détroit du Pas-de-Calais, en suivant la route maritime, eh bien, on a une concentration des NOx qui s'explique par le trafic maritime qui peut atteindre jusqu'à 60%. Et vous voyez en fait que si on regarde notre façade littorale, eh bien là, c'est en bleu, et bleu veut dire que nous sommes de l'ordre de 10% en fait, des NOx ambiants qui s'expliqueraient par les émissions du trafic maritime. À côté, donc, la situation des PM10, ici, donc même chose, une concentration ambiante en moyenne annuelle,
Alors, vous voyez en fait que ça va s'expliquer ce qui a été pris en compte. Hein, l'espace maritime, vous voyez, il est bleuté, donc c'est entre 5 et 10%. Là, c'est la contribution des sels marins naturels qui est prise en compte. Hein. Et dans le sud, c'est des poussières désertiques qui est également pris en compte. Donc, pour les PM10, on a aussi une prise en compte de fractions naturelles. Et donc, à partir des inventaires des émissions de sources anthropiques, elles sont prises en compte dans ce modèle chimie-transport, et donc on a cette représentation-là. Et vous voyez de nouveau qu'on a une influence, hein, donc la contribution du trafic maritime qui se répercute dans le chenal et en plus donc jusqu'à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Alors ces contributions, c'est une représentation en moyenne annuelle, mais vous voyez en fait que ça s'inscrit dans une fourchette entre 4 et 8%. Bien. Donc en termes de moyens de réduction des émissions, eh bien cela a été évoqué, bien sûr, la possibilité de mettre en place les scrubbers, hein, avec les préoccupations de retraitement, bien sûr, qui devraient être mises en place et appliquées. Bon. Mais en tous les cas, ces scrubbers permettraient d'abattre 75% de SO2 et 25% des particules, selon cette étude. Si on est en situation régulière de navigation, la réduction catalytique sélective des NOx se présente comme une solution envisageable et assez performante parce qu'elle pourrait réduire 80% des NOx. Il est évoqué également donc, dans cette étude la possibilité, vu que les teneurs en soufre sont abaissées, d'envisager des filtres à particules, comme ce qui est fait en fait pour les véhicules diesel, ce qui permettrait d'abattre les émissions de 70 à 95%. De jouer sur les conditions de motorisation, ce qui est bien sûr aussi envisageable, hein. Mais ce qui est important, et ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est le LNG. Le LNG se présente vraiment en fait comme une voie d'avenir, une alternative vraiment pour respecter, pour vraiment limiter les émissions atmosphériques, avec le problème du SO2 qui est complètement réglé, celui des particules également. Alors, selon les études, en tous les cas dans celle-ci, le maximum, et c'est bien sûr ça dépend de conditions opératoires, mais on pourrait atteindre jusqu'à 90% de réduction des NOx, c'est peut-être ambitieux, et en tous les cas donc 20% en moins d'émissions de CO2. Bien. Donc, à présent, et pour terminer, si on se projette un peu dans l'avenir, donc on voit que ici, donc pour des prévisions à l'horizon 2030, je crois qu'il faut être quand même prudent, on n'a qu'une donnée de prévision à l'échelle de 2050. On voit bien en fait qu'il y aura toujours cette augmentation des émissions de CO2 liées à davantage donc, de transport maritime. On voit bien que la problématique des émissions de SO2 va être normalement, donc cette préoccupation elle va être plus faible, mais encore faut-il qu'il y ait une extension des zones CK. Actuellement, il n'y a que la Baltique et l'espace Manche-Mer du Nord, toujours pas d'espace CK en Méditerranée, par exemple. Donc ces prévisions-là intégraient vraiment qu'il y ait le passage en zone CK, par exemple, de la Méditerranée. Le problème des PM, donc là en fait c'est particulier. On sait que par l'abaissement de la teneur en soufre, on doit avoir également une diminution de la teneur de l'émission des particules, pardon. C'est pas si évident que cela, parce qu'on a beau avoir une émission, si on a par ailleurs une augmentation du trafic, on ne voit pas de tendance si franche que cela. Et donc, au terme des NOx, eh bien, la tendance continue à
plutôt à croître. Donc ces NOx sont très préoccupants à l'avenir. Je signale que dans ces projections, il n'y a eu que dans l'une des études de Hamming où il y a eu une prise en compte partielle de la possibilité d'intégrer le LNG. Si c'était davantage pris en compte, je crois qu'on aurait des tendances pour l'avenir nettement plus sûres et à la baisse par rapport aux émissions atmosphériques. Donc en conclusion, eh bien, les émissions liées au trafic maritime, eh bien, elles affectent réellement la qualité de l'air. Les effets de l'évolution de la législation ont été sont clairs par rapport au SO2 et PM, mais que dans les zones de contrôle des émissions de soufre. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations à obtenir. Cette maîtrise des NOx, je pense, c'est vraiment la question la plus préoccupante. C'est pour cela vraiment qu'on doit se tourner vers l'avenir et voir le LNG vraiment comme une alternative pour respecter les enjeux environnementaux, mais aussi ceux du climat dans les années à venir.